Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast consacré à l'actu de l'écosystème Apple. Nous sommes le mardi 8 juillet, il est 18h36, je suis très heureux de vous retrouver, je suis Benjamin Vincent et je suis accompagné de deux des complices de l'équipe iWeek, à savoir Fabrice Neumann et Elie Abitbol. Salut les amis. Bon, salut Benjamin, salut à toutes et tous. Je suis très content de vous retrouver. Bon, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. La semaine dernière, on n'a pas pu faire l'épisode, donc on va se rattraper aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à discuter avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment, si vous nous accompagnez pour l'enregistrement de cet épisode, vous pouvez réagir dans le chat, alors que vous soyez sur X, sur YouTube ou sur LinkedIn. Vous êtes d'ailleurs déjà là. Je salue les premiers arrivés: Phoenix Revenge, Bill, Fred Tesson, Fred de Steph. Merci d'être au rendez-vous des habitués, et vous serez encore plus nombreux dans les minutes qui viennent. Fabrice, je rappelle que tu es consultant pour les petites entreprises. Oui. Le meilleur moyen de te contacter, c'est ton site. Bah oui, fabriceneumann.fr. Voilà. Et Elie, on ne te présente plus, mais tu as été pendant plus de 40 ans à la tête de ce que fut MCS, ces Apple Premium Resellers à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, qui sont passés sous le pavillon de Chi au début de l'année. Oui. Et donc, tu es maintenant encore plus avec nous quand tu es là. Oui, c'est ça. Je pensais avoir enfin la paix en tant que retraité. Et du coup, je me suis lancé un peu imprudemment dans des travaux. Ah oui. Et là, je suis toujours en plein milieu des travaux pour encore, pas mal de temps. Grand plaisir de vous avoir tous les deux avec moi, les amis. On va démarrer tout de suite avec notre séquence d'intro, le retour sur 2 sujets aujourd'hui. On va revenir dans un instant une dernière fois sur la keynote de la WWDC, parce que Fabrice, on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec toi depuis. Et on reparlera tout à l'heure de l'évolution du design des prochains OS. Il y a beaucoup de réactions sur les évolutions dans les bêta 3. Ce sera pour tout à l'heure, mais d'abord on va commencer par revenir sur un sujet dont j'ai parlé avec Gilles, c'était il y a 15 jours. Mmh. Cette victoire auprès des tribunaux américains pour Anthropic dans le domaine ce qu'on appelle le fair use. On parle de copyright, de droit d'auteur et d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu voulais ajouter à ce qu'on a déjà dit avec Gilles il y a 15 jours? Dans la conversation que vous avez eue tous les deux, donc avec Gilles, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interrogations, pour le moins, genre est-ce que c'est vraiment normal pour rappeler en quelques mots, Anthropic a gagné le droit d'utiliser des livres pour entraîner son modèle, et alors se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est donc légal? Alors, si le juge a dit que oui, c'est légal, mais est-ce que c'est très juste pour les auteurs de ces livres qui ne sont peut-être pas rémunérés à leur juste valeur? Alors, légal, mais pas gratuit pour autant, hein. Non, alors, mais c'est là où je voulais en venir, c'est que parce qu'il y a en fait il y a plein de choses dans cette décision de justice que je trouve intéressante, parce que ça pose aussi plein de bonnes questions qui n'ont pas toutes reçu de réponse en fait, et je pense que c'est pas possible d'un seul coup parce que c'est tellement compliqué. Donc c'est pas gratuit parce que Anthropic a acheté des livres. Et les a scannés, et donc pour les intégrer ensuite dans son ou ses modèles d'IA, pour les entraîner, pour les améliorer. Et il y a plein de choses là-dedans. C'est que déjà on parle donc de l'entraînement du modèle et pas de ce qui sort de l'IA, parce qu'il y a d'autres procès en cours dont on attend les résultats, comme celui qui oppose le New York Times à OpenAI, parce que le New York Times justement reproche à ChatGPT d'avoir été capable de ressortir des articles quasi complets mot pour mot
Et donc, oui, bien sûr, ça semble signifier que les articles ont été utilisés pour entraîner les modèles sans potentiellement l'accord du New York Times, mais en plus sont comment dirais-je, utilisé et puis diffusé donc gratuitement, puisque le New York Times a beaucoup d'articles qui sont derrière un paywall, comme on dit, il faut payer pour les lire. Et donc c'est intéressant de faire la différence entre les données qui sont utilisées pour entraîner un modèle et les données qui sont utilisées pour ensuite sortir et donner des réponses. Et dans le procès qu'Anthropic a gagné, c'est uniquement l'entraînement des modèles qui est concerné et pas ce qui sort. Et puis, ce que je trouvais intéressant comme détail, c'est que c'est vrai que tu as raison de le souligner, Benjamin, les auteurs en gros ont été payés parce qu'ils ont gagné sur la partie sur laquelle qui concerne les livres en papier qu'ils ont achetés. Mais ils n'ont pas le droit de le faire sur des livres électroniques, parce que les livres électroniques sont protégés par la plupart en tout cas, par des mesures anti-copie. Donc s'ils l'avaient fait avec des livres électroniques, ça aurait été illégal. Et il y a un autre procès parallèle à ça qui concernait Meta, qui a utilisé des livres téléchargés, donc des livres électroniques téléchargés sur en peer-to-peer, de pair à pair, comme on faisait avec Napster. Et c'est aussi pour ça, je trouve qu'il y a un parallèle avec Napster pour ceux qui se souviennent de la musique. On y reviendra juste après. Et ça c'est donc illégal. Donc c'est illégal si les livres sont en papier, ce que je trouve c'est intéressant, c'est un peu j'arrive pas à retrouver mon mot. On est dans un monde d'IA, d'intelligence artificielle, c'est super top moderne, mais on a le droit de faire ça et d'entraîner un modèle qu'avec des livres en papier. Parce que le principe, c'est de dire, si moi je lis un livre et que je vous en parle, j'ai le droit de le faire. Et le fair use, c'est une sorte de droit de citation qui existe heureusement pour les journalistes, de dire pour critiquer un livre ou pour parler d'un autre article, comme nous on fait, on passe notre temps à citer des articles qu'on a lus pour alimenter nos réflexions. Et donc la question et un élément de réponse posé par ces procès, c'est de dire le fait d'avoir d'utiliser des articles ou donc des livres papier, pour les raisons qu'on vient de citer, pour entraîner un modèle, c'est similaire, si ce n'est identique, à ce qu'on fait entre nous quand quelqu'un a lu un livre ou un article et qu'on en parle. Mais si on le régurgite complètement mot pour mot, alors, quand on est dans une situation de diffusion en public, alors c'est illégal. Et je trouve que au-delà de la décision, ça pose des bonnes questions. On est obligé de se poser ces questions-là parce que les outils existent. De la même façon que je fais un parallèle avec les voitures à conduite autonome, c'est que ça fait des années qu'on se pose cette question-là. Qui est responsable s'il y a un accident et qui implique une voiture qui n'a pas de conducteur humain? Eh ben, c'est la même chose en fait. Et on n'a pas entièrement trouvé la réponse à ça, et on ne les trouvera qu'au fur et à mesure. La loi s'adapte au monde dans lequel on vit, petit à petit, et je trouve ça fascinant. Comme monde et comme évolution, et ça me fait penser, c'est là où aussi je voulais faire référence à ça, donc à la musique, à la diffusion de la musique. Dans les années 90, il y a eu, pour ceux qui se souviennent, donc Napster notamment, donc c'était un système de peer-to-peer qui permettait à chacun de se télécharger, de s'offrir de la musique. Et pardon ? Souvenez-vous ? Oui, souvenez-vous, voilà. Et donc, en gros, oui, c'était illégal. Certains se cachaient derrière leurs petits doigts en disant, oui, mais c'est à usage privé, donc c'est pas de la copie, c'est de la copie privée, on a le droit quand même, etc., machin. Et finalement, ça a provoqué une réaction de l'industrie, notamment d'Apple, qui a commencé à proposer l'iTunes Music Store en disant, finalement, le seul moyen de répondre à ça, puisque Napster c'est gratuit et c'est super pratique, il faut que ce soit encore plus pratique et pas cher, et que à ce moment-là, on arrivera à rattraper les consommateurs en proposant un service à la hauteur de ce qu'ils demandent. Et je pense que on en est là dans l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est que on voit bien
pour faire une généralisation, on a tous envie d'utiliser les agents conversationnels, que ce soit ChatGPT, Gemini, etc. On trouve que c'est formidable quand ils donnent des bonnes réponses, mais pour qu'ils donnent des bonnes réponses, il faut qu'ils soient entraînés sur des données et sur les articles et sur les livres. Donc on a, nous utilisateurs, intérêt à ce qu'ils s'entraînent librement sur n'importe quoi, et les auteurs n'ont pas intérêt à ce que ça soit fait gratuitement à leur insu. Alors, comment on fait pour résoudre cette question-là? Je pense pas que ni vous ni moi n'ayons la réponse, s'il y en a qu'une, à cette question juste là maintenant. Mais ce genre de procès fait avancer la réflexion, et c'est ça que je trouve intéressant et fascinant. C'est là-dessus que je voulais revenir. Tu voulais intervenir? En fait, ça dépend de pas mal de choses, et je ne voudrais pas répéter des choses dont vous avez déjà pu parler auparavant avec Gilles, mais ce qui serait embêtant, c'est si on demandait à une IA de nous ressortir, je sais pas moi, le dernier bouquin à la mode intégralement, parce que là, c'est pas parce qu'il s'est entraîné dessus que quelqu'un peut dire je veux le lire, trouve-le-moi, je veux le lire. Donc, par contre, qu'il ait lu le contenu, pour s'entraîner, bon, de même que ils lisent l'ensemble des posts qui sont faits sur Internet, l'ensemble des sites web qui sont disponibles sur Internet, etc., qui ont une propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, par rapport aux articles du New York Times, c'est vrai qu'il y a un paywall pour certains, mais en tout cas, les intelligences artificielles que j'utilise moi peuvent se baser là-dessus pour te donner une réponse, mais ensuite elle est sourcée, c'est-à-dire qu'il va te dire lien numéro 1 New York Times, lien numéro 2 j'en sais rien, Washington Post, peu importe, et donc à la limite ça leur fait même de la publicité, puisque si je veux savoir un peu plus que la réponse que m'a donnée l'IA, je vais cliquer sur le lien et je vais lire l'article original. Donc dans ce sens-là, ça me choque pas. Et par rapport au livre, je ne sais pas s'il y a eu procès ou pas, mais en tout cas, je me rappelle très bien que Google scannait l'intégralité des ouvrages disponibles dans le monde. Les bibliothèques. Ils payaient des fois des bibliothèques pour les rénover en scanner et autre chose. Et leur méthode, leur réponse avait été de dire à l'époque, nous, par défaut, on scanne tout. S'il y a un auteur qui n'est pas d'accord, il peut nous écrire. Et on verra si on le supprime. Si vous avez déjà essayé de contacter Google, vous savez que c'est quasiment impossible. C'est sûr. Hein, donc, c'est sûr. Et je ne sais pas s'ils ont été traînés en justice ou pas par rapport à ça. Donc voilà, c'était un petit plus, mais on ne pourra pas avoir une vraie intelligence artificielle si elle n'a pas accès à toutes les sources. Et d'ailleurs, de plus en plus, elles sont entraînées sur l'ensemble des informations disponibles sur le net, d'où qu'elles viennent. Et c'est ce que Zuber réagit dans le chat à ce sujet en disant en tant qu'utilisateur, on n'a pas besoin que les IA génératives piratent les auteurs. Alors, au risque de recevoir beaucoup de mails, je pense qu'au contraire, la réponse est oui. Il complète en disant qu'il y a des offres pour usage. Mais oui. On a besoin. Et donc, c'est pas en piratant les auteurs, non, bien sûr, mais sauf que si on veut utiliser les IA, on a envie plus que besoin que les réponses soient les plus correctes possibles, et donc ça dépend en grande partie du corpus de données qu'on utilise, qui doit être le plus large possible. De la même manière que plus on a de connaissances et de c'est quoi le terme quand on connaît plein de choses qu'on a appris, qu'on a d'expérience, eh bien on va pouvoir donner des réponses plus précises aux gens, de la culture, voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a besoin de trouver un équilibre et qu'on n'a pas encore trouvé. Non, bien sûr. Sur le principe, on est d'accord, tous les trois, je pense. Mais après, il faut pas que il faut qu'il y ait un retour pour les auteurs. Ils contribuent à la connaissance des IA. Mais à quel titre? Parce que c'est pas parce qu'une IA s'est entraînée ils ont écrit dessus. Un bouquin, que les gens achètent, et que d'ailleurs certains achètent pour les scanner, comme a dit Fabrice tout à l'heure. Hein, donc il y a eu pour les livres. Moi, ce qui me gênerait, c'est si on pouvait lui dire sors-moi tel bouquin, j'ai envie de le lire, ou je veux l'édition d'hier du New York Times parce que j'ai pas eu le temps de l'acheter et que j'avais accès à l'édition intégrale en ligne. Là, ça serait du piratage. Alors, quelqu'un dit sur un sujet, le New York Times a parlé d'un article, etc., où il était d'accord sur tel point, et que j'aille consulter ensuite le site du New York Times, ça me choque pas. Et pourquoi il faudrait payer pour ça? Parce que c'est pas parce que
il y a des gens qui veulent faire de l'argent à tout prix, qu'il faut que tout le monde paye pour tout, parce que... Non, mais il y a peut-être une solution là-dessus qui a été au moins en partie trouvée. C'est Adobe avec Firefly. Ils ont mis en place un système qui est parce que c'est leur choix stratégique politique depuis le début, qui est totalement respectueux du droit d'auteur et donc qui ne nourrissent, ils n'alimentent Firefly qu'avec des œuvres, des données pour lesquelles ils ont eu l'accord. Oui, mais dans auteurs. le cas d'une image, si tu affiches l'image, forcément, oui, mais non, il y a un problème de droit d'auteur. T'affiches pas l'image. Les images, elles servent à générer des bouts d'images quand tu pars toi-même d'une image que tu veux agrandir, etc. Donc c'est jamais l'image telle qu'elle a été donnée à Firefly qui va ressortir. En revanche, il y a un bout de l'image qui peut servir à en créer une nouvelle, etc. Alors je sais pas du tout comment fonctionne le système de rétribution, parce qu'il y a un système de rétribution. Les auteurs qui acceptent que leurs œuvres alimentent Firefly ont un retour. Alors, je saurais pas te dire combien ça leur rapporte, etc. Ça dépend évidemment, c'est différent pour chacun, mais ils ont trouvé quand même un système, voilà, qui pour l'instant tient la route. Donc il y a peut-être du côté d'Adobe, en tout cas un début de solution. Voilà, il y a sûrement aussi un autre début de solution aussi en mettant les débuts de solution bout à bout qu'on trouvera quelque chose collectivement. Oui. Si on cherche du côté des comment dit-on, des librairies qui prêtent les livres et qui prêtent les livres électroniques. Ouais. Quand c'était des livres papier, c'était facile. On dit, la librairie, la bibliothèque municipale, par exemple, achète des livres et donc on achète 3, donc ne peut pas en prêter plus de 3 à la fois. Bon, quand c'est électronique, on peut se dire, alors du coup, on peut en faire des copies infinies. C'est bien l'intérêt aussi de l'électronique. Donc du coup, il y a des licences spécifiques pour les bibliothèques municipales et autres qui achètent des droits électroniques aux maisons d'édition et qui leur donnent le droit. C'est protégé aussi. C'est pour ça qu'il y a des trucs anti-copie. Mais on parle pas de la même chose. Mais je pense qu'on parle un peu de la même chose parce que si on pourrait mettre en place pour les systèmes justement d'entraînement d'IA, ceux qui souhaitent être dans la légalité, de dire si tu veux, et c'est ça que font les grands éditeurs. Le New York Times a fait un accord avec Amazon, il reste plus qu'eux puisqu'ils sont en bisbille avec les autres. Le Wall Street Journal a fait un accord avec je sais plus lequel, en disant pour entraîner, vous avez le droit d'utiliser nos contenus pour entraîner nos modèles, mais vous nous rémunérez pour ça. L'AFP a fait avec Mistral. Voilà. Tout ça, c'est il y a des manières justement de faire potentiellement, et c'est ce genre de procès qui nous permettra de trouver la solution. Bon, allez, on va refermer cette page anthropique. C'est sûr que c'est un sujet qui va revenir, sur lequel on va avoir des suites. Elles concerneront peut-être même encore plus Apple la prochaine fois, mais évidemment. Voilà, tous ces sujets croisent ceux qui concernent Apple. C'est aussi pour ça qu'on en parle dans Airweek et on avait envie d'y revenir avec toi, Fabrice. D'ailleurs, je te garde parce que faut pas être absent parce qu'après il faut rattraper. C'est ça. Ah bah ouais. Allez, on va faire un petit rattrapage aussi avec toi sur la DubDub et sur la Keynote. Bon, on va reparler tout à l'heure du nouveau design de Liquid Glass qui va peut-être changer de nom, hein, parce que c'est de moins en moins du liquid et de plus en plus du frozen. Mais tu voulais revenir sur la keynote pour dire quoi? En fait, et puis en profiter pour vous poser une question parce que c'est une impression qui me reste. Tu sais, tu participes ou tu regardes un événement, puis après il t'en reste quelque chose au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qui te reste? Et ce qui me reste moi de la WWDC, c'est que j'ai eu l'impression finalement que c'était la présentation qu'ils auraient dû faire l'année d'avant. Parce que on est tous d'accord, je pense quand même, au moins une grande majorité pour dire qu'ils se sont plantés, notamment en annonçant des trucs autour de l'IA qui n'ont pas donné fruit après. Et puis j'étais un peu surpris du côté très peu comment dirais-je, les annonces. Ils ont parlé de beaucoup de choses qui ne concernaient finalement qu'assez peu les développeurs. Je sais pas si ça c'est quelque chose qui vous a. Par exemple, ils ont passé plusieurs minutes sur le coach sportif lié à la montre.
ça c'est un des exemples qui me restent en tête. J'étais un peu surpris. Alors après, il y a le State of the Union qui est vraiment destiné aux développeurs, mais je trouve que il y a de plus en plus de choses à la WWDC, donc c'est pour les développeurs qui ne sont pas pour les développeurs, qui sont des annonces grand public, et j'ai trouvé ça très bizarre dans cette conférence qui était, j'ai trouvé très longue pour justement pas grand chose. Et puis on reparlera de Liquid Glass tout à l'heure, mais j'ai trouvé que c'était Liquid Glass c'est pour ça que je disais que ça aurait été mieux l'année d'avant, parce que là on a vraiment l'impression que c'est un truc, tiens, regardez par là, comme ça on parle pas du sujet qui fâche, on a autre chose à vous montrer, regardez, ça brille, quoi. Et ben, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, donc ça me laisse un arrière-goût assez amer, et je sais pas si c'est votre sentiment au bout de ces quelques semaines. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la keynote, Ellie, de la WDC? Écoute, moi j'ai bien aimé la keynote. Bon, la réaction des développeurs que nous avons interrogés longuement, hein, donc et dans les séances d'après, eux avaient l'air contents de la keynote parce que eux ils ont découvert certainement, enfin de la keynote, de la WWDC plutôt, hein, pas de la keynote en elle-même. Mais ils ont trouvé qu'il y avait plein de nouvelles API, plein de possibilités nouvelles, et en tout cas ceux que nous avons eus à l'antenne avaient l'air super ravis parce que ça leur ouvrait des opportunités énormes. Après, moi j'ai bien aimé la présentation, je trouve que c'était assez bien fait. Moi j'ai pas trouvé ça long. Je l'ai même regardé plusieurs fois, puisque pour faire l'analyse, d'abord tu l'as en direct et ensuite tu la re-regardes et tu prends des notes et finalement tu la re-regardes une autre fois parce qu'il faut en parler avec quelqu'un, et donc bref. Donc pour moi ça allait, et bon, il y aurait pu avoir des petites annonces à côté. On avait tous spéculé sur des annonces hardware qui n'a pas eu du tout. Ça, c'était une petite déception. Même les AirTags, il n'y a pas eu. Hein. Je parle pas de l'Apple TV. Pas encore. Ou du Mac Pro. Tout ça, ça prend du retard. En fait, principalement, ce qu'on peut se dire, c'est que Apple est dans une course pour rattraper des gens. En tout cas, dans le domaine de l'IA, ils vont avoir du mal. Et ils sont dans une course avec des produits qui sont censés sortir et qui sortent des fois 1 an ou plus en retard. Ou en tout cas, nous, dans les rumeurs qu'on a, on nous parle déjà des produits de 2028. Donc, 2028, s'ils prennent pas de retard, hein, parce que ça, on n'est pas sûr qu'ils sortent tout de suite. Hein. Donc, voilà, moi, j'aurais voulu voir HomeOS. Ça, c'était ma déception. Ah, bah oui. Je voulais de la domotique. Ah oui, mais ça va venir, Ellie, ça va venir. Tous ces sujets sont liés. Le printemps 2026, mais les garçons, mais moi je vieillis peu à peu. J'aimerais bien voir toutes ces nouveautés. le retard de certaines fonctions fait prendre du retard à d'autres, et on a souvent dit que ce fameux Apple Hub avait besoin de toute Apple Intelligence, et donc c'était pas une surprise s'il avait sans doute pris quelques mois de retard avec le retard de l'IA d'Apple. La bonne surprise, c'était iPadOS quand même. Hein. Oui, ça on peut dire. Ça a été mieux que prévu. On en dira un mot tout à l'heure, justement, n'est-ce pas, Fabrice? Allez, on démarre avec ce qui est l'événement de la semaine. Alors, c'est assez rare quand même qu'on fasse l'événement de la semaine sur des rumeurs, mais quand même, on peut dire que Apple Insider a fait assez fort en dévoilant les projets d'Apple autour de 15 nouveaux Mac prévus pour la fin 2025 et 2026. On parle des nouvelles générations de processeurs, et pas seulement du M5, on parle aussi déjà du M6. Mais oui. Et on parle même d'un successeur pour le Mac Pro. Alors, dans quel ordre est-ce qu'on va prendre tout ce bousin? Alors, dans quel ordre? Le truc, c'est que on peut pas dire que cette liste soit, comment dire, génératrice de grandes surprises. Ouais, j'allais dire la même chose. Je suis d'accord. C'est que bon, alors ils ont trouvé des références, etc. Mais même sans les références,
on aurait pu tous jouer à Madame Irma en disant je pense que en septembre 2025 il va y avoir l'iPhone 17 et alors moi je pense même plus fort encore en septembre 2026 il va y avoir l'iPhone 18 les enfants. Attention voilà. Bon, donc les évolutions de gamme on les connaît, ça fait des années qu'on en parle et qu'il y aura le Mac Mini machin chose et que le M5 c'est bon j'ai pas le sens, enfin ça casse pas des briques sauf une rumeur. C'est surtout ça. Il y en a une qui casse tout. Les autres, c'est des évolutions auxquelles on s'attend et on espère bien qu'il y ait alors des nouveaux écrans et des processeurs plus rapides et ceci cela. Oui, bien sûr. Mais c'est mon premier sentiment, c'est celui-là. Donc, est-ce qu'il faut faire la liste? Je suis pas sûr. Bon, alors c'est quoi la voilà, grande annonce ça. Pour toi? À vous. L'annonce, c'est pas, c'est donc ce dont on parle beaucoup, ce serait ce fameux MacBook avec un processeur d'iPhone dedans, le processeur A18 Pro, qui est le processeur de l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ouais. Et qui équiperait un MacBook. Et je trouve cette rumeur aussi fascinante que le produit que ça pourrait donner. Alors c'est marrant, parce que j'avais envie de vous poser la question directement, comme ça, à froid. Est-ce qu'un MacBook à processeur d'iPhone, ça vous ferait envie? Élie? Pourquoi pas, parce que ça permet... En fait, les processeurs Mac sont dérivés des processeurs A. Donc, les M sont dérivés des A. Et ils sont très, très proches. Il n'y a rien, la puissance qu'on a aujourd'hui sur un M4, ou l'équivalent en processeur iPhone, en fait, on pourrait les échanger. La puissance est quasiment la même. Évidemment, il y a des petites différences par rapport à la gestion de l'énergie, par rapport à la gestion de périphériques, etc. Mais pour le reste, c'est assez proche. Donc, si l'astuce, c'est de dire on va sortir un MacBook avec un processeur d'iPhone parce que on va être sous la barre des $1000, parce que le seul intérêt de faire ça, c'est d'avoir un processeur qui existe, qui est déjà fabriqué, qui est déjà amorti, et de permettre d'aller titiller les concurrents sur la gamme des prix, parce qu'ils vont pas le sortir en disant oui, parce que comme c'est un processeur d'iPhone, il va être génial et ça va être plus rapide que les M à côté. Et non, c'est pas. Moi, le seul argument que je verrais, ça serait de sortir un Mac réellement d'entrée de gamme. Ok, mais ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement dans la gamme MacBook Air une nouvelle entrée de gamme qui serait un MacBook Air à processeur A18 Pro. Alors c'est toute la question. Est-ce qu'il s'appellerait MacBook Air? Moi, je pense pas. Ouais. Non. Il y a MacBook. On entend parler du MacBook tout court. MacBook. Je suis d'accord. MacBook. Le MacBook tout court, on se rappelle, c'était. Alors il y en a eu plusieurs hein, dans le. Il y a eu d'abord des MacBook tout court en plastique qui n'existent plus, qui n'existeront plus parce que je ne vois pas comment Apple pourrait retourner au plastique, c'est pas possible. Moi, je verrais bien un MacBook E comme l'iPhone 16e. Parce que ça pourrait correspondre en termes de gamme, justement, pour reprendre ce que disait Ellie. Je crois qu'il a raison, c'est vraiment pour faire quelque chose de plus abordable. Oui, juste ouais. Plutôt que MacBook, parce que j'ai le sens... Alors, c'est peut-être aussi moi, je suis pas sûr que j'aimerais ça, mais c'est pas, on me demande pas mon avis, mais c'est en tout cas pour dire que c'est un peu teinté dans mon analyse. C'est que MacBook tout court, d'abord... quand tu dis MacBook tout court, t'es obligé de mettre tout court derrière parce que tu sais pas de quel modèle tu parles. T'es obligé de le qualifier. Et c'est un peu embêtant. Il est pas R. Il est pas pro, il est pas R, donc il est quoi? Et c'est un peu ce dont souffrait le MacBook justement, le tout petit 12 pouces. Il y en a eu plusieurs des 12 pouces comme ça, mais celui qui s'appelait MacBook tout court, les podcasteurs anglais, américains ont beaucoup essayé de trouver justement un qualificatif en parlant du MacBook adorable, du MacBook 1 parce qu'il y avait qu'un seul port. Alors ça, on pourrait en parler de ça justement après dans des équipements qu'il pourrait y avoir dedans. Et l'autre truc que j'ai cru comprendre qui serait une partie de la réflexion d'Apple, c'est que on sait justement que le M1 quand les processeurs M sont arrivés, ça a cassé la baraque. C'est-à-dire que le M1 c'était un processeur génial et ça l'est encore.
Et il y a des MacBook Air M1 qui se vendent encore aujourd'hui, notamment chez Walmart pour $600. Ouais. Et c'est potentiellement un marché qui, plus ou moins, je sais pas trop comment, j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais échappe à Apple. Et donc peut-être que ce serait une façon pour Apple de reprendre à la main sur l'entrée de gamme, comme disait Ellie. Et en plus, en répondant à une autre problématique, là je vais me faire la voix de Gilles, c'est parler de composants. C'est que le M1, c'est un processeur fantastique, mais c'est en 5 nanomètres, et je pense qu'il y a un moment, je sais pas s'il est encore fabriqué, mais Apple va pas garder des lignes de fabrication, parce que TSMC ne va pas garder les lignes de fabrication en question. Alors que la 18 Pro, en 3 nanomètres, oui, il va être gardé. Et donc, ce serait logique de garder, de créer un nouvel appareil autour de ça à proposer. Et donc, pourquoi pas un MacBook, alors que j'ai envie d'appeler moi MacBook E, pour en faire une entrée de gamme. Et alors après, savoir à quel prix, avec quels équipements, il y a plein de questions. Moi, je suis d'accord avec Zuber sur ce qu'il vient de dire. Ça serait le premier iPhone pliable, donc, mais qui serait un Mac. C'est ça. Parce qu'un MacBook pliable avec tout plus à 18 Pro, c'est un iPhone pliable. Hein. Alors, Fred Tesson dans le chat nous rappelle que le MacBook Air M4 est déjà à moins de 1000. Alors, il est à $999 officiellement sur le site d'Apple aux États-Unis. Il faut ajouter la TVA évidemment. Lui parle de moins de 1000 € sur Amazon actuellement. À votre avis, on pourrait gagner combien en prix si on parle du prix US par exemple, est-ce qu'on gagnerait Ils sortent un truc à 7,99 $. $200, tu penses, on pourrait gagner? Ce serait 7,99 $. 7,99 $. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que logiquement, effectivement, ce serait intéressant, mais il faut pas se faire d'illusions. Ça veut dire aussi que il manquerait des trucs, parce que voilà. Parce que Apple est très forte pour nous jouer sur nos frustrations. D'accord? C'est vrai. Donc, c'est super, c'est moins cher, mais qu'est-ce qui va manquer? Bah oui. Il va probablement manquer du Thunderbolt, ce serait que de l'USB-C. Combien de ports USB-C? Alors, il y a une vraie question. Moi, j'entends souvent là, ils disent, oui, mais du coup, la 18 Pro est capable de ne gérer qu'un seul port. Ce que je ne crois pas, parce que il me semble ne pas me tromper en disant que sur un iPad Pro, si on met un Magic Keyboard, on a un deuxième port USB sur le clavier. Donc ça signifie que la machine est capable de gérer 2 ports. Donc je pense que ce serait une machine avec 2 ports. Est-ce qu'il y aurait dans ces cas-là il y a déjà 2 ports sur le MacBook Air M4. Oui, mais justement j'y viens. Sur le MacBook Air, il y a 2 ports et le chargeur magnétique. Que là, je pense qu'il n'y aurait pas. Ah oui, MagSafe, certainement pas. Il y aurait pas de MagSafe parce que c'est trop cher, etc. Un des inconvénients du MacBook tout court, adorable, il y avait qu'un seul port USB. Et donc, il fallait choisir entre le charger et brancher quelque chose. Donc ça avait quand même déclenché un peu un tollé. Tout le monde trouvait que c'était formidable, mais comme machine, parce que super légère, tout ça, très très lente mais très légère. Un seul port, c'était pas suffisant. Donc il en faut 2. Donc c'est soit un MagSafe et un port USB, soit 2 ports USB. À mon avis, ce serait plutôt ça. Et donc sans le MagSafe. Et puis ils sont pas obligés d'utiliser un écran de dernière génération très cher. Ils peuvent utiliser un bon écran. Alors on parle d'un écran bonne caméra, ça peut être une caméra 1080p par exemple. 13 pouces, on parle d'un 13 pouces. Oui. Probablement pas 12, mais plutôt 13. Mais on se serait peut-être même l'écran du MacBook Air actuel. En tout cas, ça dépasserait pas les 60 Hz, etc., etc. Il y aurait sûrement des limitations en termes d'écran externe. Peut-être pas, les mêmes que sur un iPad. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais tu vois, des petites limitations comme ça. Peut-être que le modèle de base, par exemple, ce serait 799, mais avec donc 16 gigas de RAM parce que c'est le minimum pour l'intelligence, mais que 128 gigas de stockage. Tu vois, des petites choses comme ça qui permettent d'avoir un entrée de gamme et d'attaquer un prix psychologique plus bas et vraiment intéressant, avec des frustrations, mais des frustrations pour des gens comme nous. Oui. En revanche, parce que en termes de puissance, juste pour revenir sur la puce, donc la 18 Pro,
en puissance en monocœur, c'est plus puissant que le M3. D'accord ? Faut pas oublier ça. Et donc, pour des usages simples, pour faire du mail, etc., machin, c'est super puissant, c'est super rapide. En multicœur, c'est aussi puissant qu'un M1, justement. Qui est, si aujourd'hui on cherche un MacBook Air pas cher et qu'on en trouve justement un à 650 € chez Boulanger, à la Fnac, où vous voulez, c'est super comme machine. Faut pas hésiter, c'est génial. Donc, je trouverais ça vraiment intéressant. Ouais. Alors sur le prix, donc $999 aux US pour le MacBook Air M4. Vous aimeriez que ce MacBook E, certains disent SE aussi sur dans le chat, soit à $799 aux US. Sur le site Six Colors, Jason Snell, lui, il vise un prix à $649 pour ce MacBook. Alors, de sa part, c'est vachement étonnant parce que c'est lui l'inventeur d'une équation de calcul de prix d'Apple. Tu penses au prix que t'aimerais avoir, tu rajoutes 20% et ensuite tu te rappelles que c'est Apple et tu rajoutes encore 25%. Peut-être ça. Donc, en fait, ils aimeraient peut-être, mais je pense qu'ils y arriveraient pas parce que pour conserver leur marge, comme on sait. Donc, alors Fred Tesson dans le chat, il parle de 974 € sur Amazon France pour un MacBook Air M4. On ne parle là que des prix officiels, et donc si c'était $799 pour cet appareil-là, au bout de quelques mois, il y aurait donc des promos sur Amazon et ailleurs aussi pour cet appareil-là. Donc, faudrait plutôt comparer, à mon sens, des prix de catalogue qui sont justement plus facilement comparables. Ouais. Arnaud dans le chat dit on n'a pas tous besoin de 2 ports USB ou du Thunderbolt. Bah non, justement. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Bon, moi, mais le fait de pouvoir le brancher, pour le charger et éventuellement quand même pouvoir brancher une clé USB ou autre chose, c'est quand même plus pratique. Voilà. Bah oui. Ce serait c'était vraiment un des grands problèmes soulevés sur le MacBook Air adorable. Bah oui. Je pense que ça, ils feront pas l'économie de ça. Pour le reste, ils vont faire plein d'économies. Dites-nous dans le chat si cet éventuel MacBook à processeur iPhone vous ferait envie, compte tenu du fait qu'il faudra sans doute faire des concessions pour le payer moins cher. Est-ce qu'on pourrait téléphoner avec? Oui, sans doute. Ben oui, puisque dans macOS 26, il y a l'application téléphone, je te rappelle. On peut déjà, d'ailleurs, si tu as l'iPhone à côté. Oui. Ouais. Vulgarisateur Matt dans le chat, il parle aussi, mais franchement, on tourne en rond cette segmentation, surtout avec iPadOS 26. Je comprends ce qu'il dit parce que justement, on va en parler tout à l'heure. iPadOS 26 apporte tout un tas de nouvelles fonctions qui sont vraiment intéressantes pour le rapprocher d'un ordi, mais pour faire ça, il faut ajouter un clavier et une souris ou un trackpad pour pouvoir l'utiliser comme un ordi, et avec les limitations de certaines applications qu'on connaît. Donc justement, au contraire, moi je trouverais ça vachement intéressant, outre le fait que moi je suis plutôt un utilisateur Mac, alors ça me caresse dans le sens du poil, parce que je préfère les Mac aux iPad, pardon Matt, mais je pense que la segmentation reste valable, parce que pour avoir un ordinateur pas cher avec le clavier intégré sans avoir besoin de gérer des périphériques, quoi. Donc je trouve que ça reste intéressant. Bon, est-ce qu'on peut quand même dire un mot, même sans entrer dans le détail, mais des modèles de Mac qui sont concernés par ces rumeurs? Ça peut être rassurant quand même de se dire que oui, il y a effectivement des Mac mini à processeur M5 dans les tuyaux. Ça fait partie des rumeurs. Alors à chaque fois, il y a des numéros d'identifiants de machines qui sont indiqués par Apple Insider. Il y a aussi un iMac M5 évidemment qui est en chantier. Du côté des MacBook Pro, vous serez pas étonné d'apprendre qu'il y a des modèles M5, M5 Pro, M5 Max qui doivent arriver.
sur les MacBook Pro, on est plutôt sur la fin de l'année, enfin comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, a priori. Absolument. La gamme commencerait effectivement plutôt mi-octobre, Ouais. en tout cas avant le Black Friday, bien entendu, pour faire les ventes. Mais ce qui est marrant, c'est que en même temps que on sort cette gamme, il y a d'autres articles qui disent oui, il y aura un M5, mais le redesign du MacBook Pro, ça sera pour l'année d'après. Donc là, c'est tout de suite, ok, on a le nouveau processeur, mais on n'a pas le nouveau design, donc il faut encore attendre un an. C'est comme les iPhones. Alors, l'iPhone 17, il va être génial, etc. Oui, mais c'est dans l'iPhone 18 qu'il y a le nouveau design. Ouais, ok, calmons-nous. C'est vrai qu'a priori, les produits qui vont sortir d'ici la fin de l'année devraient rester sur un design similaire à ce qu'on connaît. En revanche, l'année prochaine, on pourrait avoir pas mal de rafraîchissement des designs, hein. Côté Mac portable, côté iPhone aussi. Déjà au niveau de l'écran, il y aura enfin ce MacBook Pro OLED, donc dont on a entendu parler depuis un certain temps, et qui justifierait un changement de design, parce que c'est vrai que le design actuel, bon, même s'ils sont bien, hein, j'ai rien à reprocher au nouveau clavier, enfin au clavier actuel par rapport à ce qu'on a eu à une époque, et le design est assez correct. Mais Apple nous avait habitués à changer régulièrement, pas tous les ans bien sûr, hein, mais à changer régulièrement. Et là, on est sur des designs qui sont pluriannuels, beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Ok. Je suis en train de continuer à dérouler la liste fournie par Apple Insider. Donc, il est aussi question d'un nouveau Mac Studio. Alors, qui pourrait tourner soit sous M3 Ultra, soit sous M5 Ultra. On rappelle qu'il est toujours en M3 Ultra. Il est en M3 Ultra? Oui. Le modèle actuel? Oui, pour le Mac Studio, c'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y a le M4, enfin M4 Max. C'est M4 Max et M3 Ultra. C'est ça. C'est une génération de moins parce qu'il n'y a pas de M4 Ultra. Il n'y a pas de M4 Ultra. C'est ça. Alors ça devrait être un S5 Ultra, du coup. Si jamais il y a des ports de communication. Logiquement. C'est pas encore. On va dans le M5. Logiquement. Normalement, c'est prévu pour d'ici la fin de l'année, hein, la sortie du nouveau Mac Pro. Enfin, de la mise à jour, en tout cas, du Mac Pro. Pour le Mac Studio, on parle plutôt de 2026. Mac Studio, donc, qui serait en alors, M4 Ultra, ce sera pas possible, on est d'accord? Non. Mais M5 Max, oui. M5 Max, oui. Oui. Hein? On pense que oui. Après, il y a, je sais pas si vous avez vu ça, il me semble, pas me tromper, qu'il y a des rumeurs où peut-être qu'il pourrait sortir pour certains modèles du principe de tout mettre sur une puce et d'avoir une portion peut-être graphique ou justement qui serait un petit peu détachée quand même, parce que quand tu commences à partir d'un certain nombre de milliards de transistors, ça commence à devenir très gros et c'est pas forcément super efficace. Oui, mais on sera en 2 nanomètres. D'ici. Oui. Soit. Donc ça a compensé là, non? Voilà. Bon, mais peut-être. Enfin, c'est ça. En gros, c'était la question de savoir est-ce qu'ils ont pas réussi à faire un M4 Ultra parce qu'ils arrivent à une sorte de limite de leur design d'intégration, par exemple. C'est pour ça que le M5 Ultra est pas, c'est pas écrit encore. Non. Le M5 Max, ça me semble oui, mais Ultra peut-être pas. Ouais. Ellie, on est bien d'accord que l'écran, le nouvel écran OLED sur les MacBook Pro, ce serait pour les modèles de fin 2026, hein. Oui. Donc les modèles M6, hein, potentiellement. Oui. Bon, bah voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire sur ces rumeurs. Un beau paquet quand même de rumeurs d'un seul coup. Les processeurs, on les a cités. Peut-être dans les références mentionnées par Apple Insider, l'un des points intéressants, c'est le modem C2. Oui. Qui devrait succéder au C1 qui est arrivé dans l'iPhone 16e.
Je trouve qu'il y a un point intéressant à propos du C1, c'est qu'on n'en parle pas. C'est ça. Oui. Donc ça veut dire que ça va bien. Ouais. Exactement. Que tout va bien, que ils l'ont mis sur le 16E, que c'était potentiellement entre guillemets un test, parce que quand on s'appelle Apple, le test c'est sur 35 millions d'appareils, mais il se passe rien au début. Il y a eu quelques tests. Oui, c'est peut-être plus lent ici, plus rapide là, et puis ceci, cela. Et au final, l'iPhone 16e a une excellente autonomie, notamment grâce à cette puce-là, a priori. Donc, je pense qu'ils vont continuer petit à petit à remplacer les puces modem Qualcomm dans leurs appareils en faisant C2 puis C3, etc. Parce que oui, pour répondre à Matt dans le chat, oui, je pense qu'après le C2, il y aura le C3. C'est incroyable, non? Citroën l'a fait, on peut le faire. Bien vu. C'est ça. Ouais, c'est Matt qui se moque gentiment de nous dans le chat. Exactement. Voilà. On a raison. Bon, on en fait des paires. Pour le retour de la pomme Apple illuminée. On sait. Ah bah non. Bon, c'est tellement beau de voir ces amphis avec que des journalistes, avec des Macs, avec des pommes allumées, etc. Ou des y compris aux conférences Microsoft, ça c'est. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, allez, dans un instant, on va vous donner des nouvelles des bêtas des prochains OS, les bêta 3. Tu as pu me prendre en main, commencer en tout cas à iPadOS 26. Fabrice, tu vas nous raconter. On va aussi revenir sur cette évolution du design Liquid Glass qui va peut-être devoir être rebaptisé. On va vous expliquer. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez soutenir iWeek et rejoindre la communauté sur Patreon en allant sur patreon.com/iWeek. C'est le moyen pour vous de nous aider, de nous soutenir, de nous permettre de continuer l'aventure iWeek en nous faisant don de quelques euros par mois. Vous avez la possibilité en contrepartie le premier mardi du mois ou le deuxième de manière exceptionnelle comme aujourd'hui de nous suivre grâce à un lien spécial. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en cliquant sous le player vidéo, participer en visio à l'épisode, et j'encourage ceux qui parmi vous sont nos soutiens Patreon de passer une tête, déjà pour nous montrer que ça marche toujours, et puis aussi pour le plaisir de faire connaissance avec nous ou de vous revoir si vous êtes l'un de ceux qui avaient déjà utilisé cette possibilité. C'est toujours très sympa de vous intégrer à l'enregistrement en direct. Et puis voilà, pour ceux qui accepteront de nous soutenir sur un an et en choisissant le niveau VIP, on aura le grand plaisir de vous adresser le mug collector iWeek que vous n'avez pas encore reçu, mais les départs commencent la semaine prochaine, et donc ne vous impatientez pas trop. Vous l'aurez pour le chocolat chaud de votre été d'ici quelques semaines, c'est promis. Voilà, tout ça se passe sur patreon.com/iWeek. Un grand merci à toutes celles et ceux parmi vous qui nous soutiennent déjà. Ouais, Fabrice. Il est là, le mug derrière moi. Là, il est là. Tout petit. Tu pourrais peut-être aller le chercher, tiens, pour qu'on le voit de près. Oh, oui, pour le montrer à la caméra. Tu nous le fais en direct? Oui. Allez, en direct, un mug iWeek dans iWeek. Voilà. Et voici le mug iWeek dans iWeek. Voilà. Alors, voilà, vous aurez droit, pour ceux qui s'abonnent. Oui. Voilà, un petit cadeau pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. C'est l'heure de l'info de la semaine et des retours sur les nouvelles versions des bêtas des futurs OS. On va notamment s'arrêter avec toi, Fabrice, sur iPadOS 26. Donc la bêta 3 que tu as pu installer, n'est-ce pas? Oui, j'ai installé la bêta 3 juste ce matin, au moment où on enregistre, donc le 8 juillet, c'est sorti juste dans la nuit. Sur l'iPad, parce que je disais tout à l'heure que c'est l'appareil finalement que j'utilise
j'utilise le moins, ou qui en tout cas qui est le moins important dans mon panel d'outils Apple. Si ça plante un peu, c'est pas très grave pour moi. Voilà, c'est pas mon outil de production principal. Donc c'était ce qu'il y avait de plus facile. Et puis j'étais aussi alors, quand même malgré tout très intéressé parce que au-delà de Liquid Glass, et donc il va falloir qu'on parle de cette interface qui pour le moins me pose question. C'est dans iPadOS, là, donc on a vu plein de choses nouvelles pendant la keynote, la WWDC. Ils ont quand même annoncé plein de choses dans le multitâche, dans le multifenêtrage, qui transforme l'iPad et l'usage de l'iPad de manière assez radicale. Et je voulais tester ça et alors je vous en parle. Alors. Et pour en revenir, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le potentiel MacBook à processeur et ceci cela, et pas très cher, il y a d'abord la possibilité sur l'iPad lui-même, donc que je montre à la caméra pour ceux qui ont la chance d'avoir la couleur. Alors j'ai presque envie de dire presque la couleur dans ce que je montre, parce que justement j'ai choisi de il y a plus mettre beaucoup de couleurs là. Oui. Il y a plus beaucoup de couleurs. Hein. C'est l'interface Liquid Glass comme ils l'ont montré avec les icônes en mode Liquid Glass aussi justement. Ouais. Voilà. Alors presque monochrome presque. C'est presque monochrome. On aime, on n'aime pas. Là pour le coup c'est le goût, les couleurs. C'est pas finalement, c'est à chacun de voir. J'ai montré ça un peu autour de moi. J'ai eu des réactions qui m'ont étonné en fait, en disant c'est très élégant. Et c'est vrai que ce mode-là, c'est plus élégant, je trouve, que le mode monochrome justement de teinte. Ouais. Qu'on avait avec iPadOS 18 et iOS 18, où on pouvait choisir une couleur principale pour mettre toutes les icônes en jaune, en rouge, enfin ce qu'on veut. Là, c'est effectivement plus de côté translucide qui est plutôt élégant. Ce que je regrette moi, enfin dans ce mode-là, c'est que justement il n'y a pas les couleurs et donc les icônes à retrouver sont moins évidentes. Ah oui. Quand on se repère sur un iPhone, sur un iPad, et notre cerveau humain, il est fait pour reconnaître des formes, des tailles et des couleurs. Donc quand on enlève un élément, donc la couleur par exemple, on trouve moins bien. Donc si on a une vraie mémoire musculaire, plus le rouge, on l'a. Ah oui. Voilà. Saute-moi aux yeux, donc, c'est sûr. On a souvent, enfin, je sais pas vous, moi je bouge pas forcément mes icônes tout le temps. Bon, j'essaie tout le temps tout un tas de trucs, donc ça peut changer, mais on peut avoir une sorte de mémoire musculaire et on sait où se trouve l'icône. Mais malgré tout, je trouve que on perd quelque chose. Donc je me force un peu à utiliser ça pour vraiment essayer l'interface justement pour voir comment c'est. J'ai quand même du mal à m'y faire, même au bout de 2 semaines, quoi. Ouais. Alors, voilà. Je regarde ton écran et contrairement à ce que je lis dans plein de news et plein de réactions là depuis ces dernières heures, j'ai l'impression que tu as encore l'interface Liquid Glass telle qu'elle a été montrée à la keynote il y a un mois pile. Alors, ça c'est quand même la bêta 3. Ouais. La teinte Liquid Glass des icônes, je crois pas qu'elle ait changé beaucoup. Ce qui a changé surtout, c'est une certaine opacisation de certains éléments. Donc, c'était plus transparent il y a un mois, c'est ça? Ouais, la première version. Alors là, par exemple, alors là, c'est un premier problème que je trouve quand même sur cette interface. Là, j'ai déroulé le centre de contrôle. Ah oui. D'accord. Et on voit le centre de contrôle donc il y a un problème transparent par-dessus les icônes un peu transparentes. Là, ça va pas. Non, ça va pas du tout. Franchement, ça va pas du tout. Et alors, outre le fait que c'est pas très lisible parce que c'est du transparent sur du transparent, moi, il y a un détail qui me frappe beaucoup. Et je suis sûr que là, ça va embêter un certain nombre d'utilisateurs. C'est que certains vont se dire, mais comment ça se fait que telle icône change de couleur? D'accord? C'est-à-dire que comme on est ce qu'on voit dans le centre de contrôle, c'est les petites icônes de chaque fonction. En fonction de ce qu'il y a derrière, ces icônes
sur lesquels on peut appuyer pour lancer le Wi-Fi, ceci, cela, peuvent changer de couleur. Parce que si on a une icône derrière qui est rouge, il y a un moment, ça va faire une icône rouge sur le centre de contrôle, ou bleu, ou verte, ou jaune, parce que ça va changer de couleur en fonction de ce qu'il y a derrière. Et ça, je trouve ça en termes d'ergonomie complètement fou. Ouais. C'est-à-dire que on cherche à simplifier la vie des gens pour qu'ils reconnaissent quelque chose du premier coup d'œil, et au premier coup d'œil, ça peut changer. En tout cas, donc, je note, Fabrice, sur ton écran, que tout est indifférent, mais t'écoutes un très bon podcast et on a gardé notre rouge quand même. Ouf, l'honneur est sauf. Et on va faire un effort, on va pas faire transparent, nous, je pense, quand même. Hein. Bon, je rejoins ce que dit, t'as fait passer à l'écran un commentaire de Matt en disant que c'est pas une question de goût et de couleur, c'est une question de lisibilité. Alors, oui, mais quand je dis ça, c'est que mon avis n'est pas le seul qui compte. On peut justement trouver ça tellement élégant que ça suffit, par exemple. Je me dis aussi que nous trois, et j'espère qu'il m'en voudra pas, Matt, je vais l'inclure là-dedans, on n'est plus forcément des perdreaux de l'année, et donc on n'a pas la meilleure vision. D'accord ? Donc je vois, moi, des fois, chez des clients beaucoup plus jeunes, des écrans d'iPhone, par exemple, qui sont réglés sur la taille la plus petite des caractères. Ouais. Et alors, c'est parce que ils ont 20 ans, et ils voient très bien. Et tant mieux, c'est formidable. Ça veut dire que sur leur écran d'iPhone, ils peuvent voir beaucoup d'informations parce que c'est très dense. Bah, moi, je peux plus. Voilà. Et donc peut-être que ceux qui peuvent, qui ont une super bonne vision, le côté transparent ne les gêne pas parce qu'ils ont une très bonne définition au niveau des yeux. Donc je peux comprendre. Ce qui m'ennuie en fait au total, c'est que je remets un peu, alors là je sors un peu mon couteau, pardon, mais le responsable actuel du design chez Apple qui s'appelle Alan Dye, je pense que justement il a de trop bons yeux. C'est lui le responsable de tout ça. C'est déjà lui qui faisait des trucs, qui était responsable de certaines interfaces justement avec des graisses de police de caractère trop faibles, etc. Et donc on voit rien quoi. Et lui il est spécialiste des trucs où on voit rien. Et je comprends pas, voilà. Et du coup, c'est ce qu'on voit justement dans l'évolution des bêtas, c'est que, alors là j'ai montré le centre de contrôle, mais il y a un truc notamment dans l'application musique qu'il faut que je retrouve, qui a beaucoup changé. Alors on le voit déjà, bah tiens, pour chercher l'application musique, j'ai lancé le Spotlight. Ouais. Et regarde, le Spotlight maintenant. Attends, pardon, parce qu'il faut pas que je cache mon micro, sinon on va plus m'entendre. Pardon pour le bruit si j'ai touché le micro. Là, on voit Spotlight, et le Spotlight est déjà beaucoup moins transparent. C'est presque blanc. C'est devenu frozen glass, comme disent certains. Exactement, exactement. Et ce que je trouve un peu surprenant et un peu décevant, c'est que lorsque on a vu, en tout cas moi, quand j'ai vu la Liquid Glass la première fois, vous savez, j'aimais comment François il m'a dit troll, il y a parce que je parlais de Windows Vista. On a déjà testé les interfaces transparentes. On se l'est déjà dit ici. On sait que ça marche pas si c'est trop transparent. Et Apple a lancé un truc ultra transparent. Et on savait qu'ils allaient changer. D'accord ? Et donc maintenant, quand on lance l'application musique, la barre qui est en bas là, on la voit bien. Et ben maintenant on la voit bien parce qu'elle est blanche. Et oui. Voilà. Et donc il y a quelques effets de translucide qui restent, avec un peu des effets de liquid glass, c'est-à-dire de déformation, etc. Mais sur la bêta 2, là, ce que je suis en train de montrer, donc je fais défiler des pochettes d'albums en dessous la barre de lecture et de pause, etc. Ben, comme elle est presque blanche et donc frozen, comme tu disais, Benjamin, du coup, on continue à voir les commandes, alors que la bêta 2, on voyait rien. Voilà. Et donc, on savait qu'il le ferait, en fait. D'accord. Donc Zuber qui dit ça répond aux normes d'accessibilité, etc. Alors Zuber il est marrant parce que il est jamais d'accord avec moi. Je trouve ça drôle. Quand je dis un truc, il dit toujours non. Alors ou quand je dis non, il dit oui, c'est rigolo. Mon argument c'est que s'il faut activer des options d'accessibilité pour rendre la chose lisible, à mon avis, c'est raté. Bah oui. Mais est-ce que ça veut dire pour les accessibilités, il faut que ça aille plus loin
pour aider ceux qui en ont besoin. Ouais, mais est-ce que ça veut dire pour toi que l'interface telle qu'Apple l'a présentée il y a un mois, ils ont fait fausse route justement parce que ça n'était pas lisible, utilisable, pratique, et qu'ils sont en train de revenir à une forme de raison. Certains disent qu'ils ont enlevé 75% de ce qui faisait la particularité de l'Epic Glass en termes de design pur. Alors, je vais sortir mon côté cynique. Je pense qu'ils ont fait absolument exprès pour montrer quelque chose d'incroyable. Regardez comme c'est beau, on est capable de faire des effets de transparence et de ceci, cela. Comme ça, on ne parle plus que de Liquid Glass et plus personne ne parle d'Apple Intelligence. Franchement, pour moi, c'était au moins en partie une opération de regarder ailleurs. Ah, intéressant. Élie, est-ce que ça te parle? Moi, j'avais bien aimé la bêta 1. Je trouvais ça vraiment intéressant et je l'ai installé sur pratiquement tous mes appareils à l'exception de mon iPhone et de mon Mac. Mais je l'ai installé sur mes Apple TV, sur l'Apple Vision, sur l'iPad, etc. Et donc, je l'ai vu dans différents environnements et j'avais trouvé ça plaisant et évidemment conforme à ce qu'on avait vu à la WWDC. La bêta 2, ils avaient changé, mais tellement légèrement qu'il a fallu que je revienne aux copies d'écran pour voir les différences. Et la bêta 3, elle date de ce matin, j'ai pas encore eu le temps de l'installer, mais ce que j'ai pu lire dans les différents articles depuis ce matin, c'est qu'Apple a ajusté par rapport aux remarques des utilisateurs et pour rendre l'OS plus utilisable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins du show-off, même s'il garde le principe du design, et ça permet de répondre à certaines critiques, comme effectivement la barre en bas d'Apple Music. C'était évidemment très peu lisible, hein, donc c'est bien qu'il l'ait corrigé. Donc ça veut dire que on est encore dans une phase, et c'est pour ça que les bêtas publics vont arriver à point nommé pour ça, pour que d'abord les développeurs disent non mais attendez, par rapport à nos apps, etc., là ça va pas parce que regardez ce qui se passe. Et donc Apple réagit par rapport à ça. Et ensuite, lors de la bêta publique, il y aura des gens qui vont donner leur avis, mais leur avis d'utilisateur et non pas leur avis de développeur. Donc, c'est en évolution. Ça serait dommage si, effectivement, la version finale enlevait 75% de ce qu'on a vu. Ça serait une déception. Ouais, l'effet, en fait, on est passé de la transparence à un effet givré, en fait. C'est du givre, hein, Et il y a un autre truc. Oui, c'est ça. C'est un effet, exactement. Et alors, il y a, dans les options d'accessibilité, que je montre, alors, vous étonnez pas, mon système est en anglais, mais enfin, ce sera les mêmes aussi en français. Là, je suis dans accessibilité, et puis il y a un bouton de réduction de transparence. Et donc, je vais essayer de l'activer. Alors je suis à l'envers, c'est pas facile. Regardez notamment sur le côté gauche de l'écran, pardon, la barre à gauche, et puis on voit la zone de saisie, de recherche tout en haut de la barre. On voit pas très bien alors je sais pas si c'est le stream où il y a une petite pixelisation. Ouais. Ou c'est peut-être le point qui est fait sur la partie c'est pas bien proche de ton écran. Mais tu vas voir surtout, donc ce que je veux montrer, c'est en haut, là où je tape mon doigt, la zone de recherche. Quand je réduis la transparence, on voit que la zone est devenue un peu plus foncée. Ah oui, clairement. Voilà. Et ça fait ça. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que dès qu'on active pour l'instant, donc dans la bêta, les fonctions de réduction de transparence, il y a de temps en temps des défauts d'affichage. Il y a des à-coups. Donc c'est comme si c'était pas fait pour ça. C'est assez marrant. Mais par exemple, si on revient ensuite, c'est à ça que servent les bêtas. Non, mais c'est normal. Là, je plains pas. Oui. Et là, je suis en réduction de transparence. Si on voit que le dock, par exemple, est quasiment beaucoup plus sombre. Ouais, c'est vrai. Moins joli. D'accord. Moins joli. Voilà. C'est moins joli, mais c'est plus lisible. Donc c'est toujours pareil. Il faut trouver un compromis. Hein. Est-ce qu'il est envisageable, à votre avis, qu'Apple laisse le choix à l'utilisateur entre le design quasiment complètement transparent d'il y a un mois et un design nettement plus givré comme celui-là avec j'ai vu passer sur X l'image d'un petit curseur qui irait de la transparence au givre qu'on pourrait bouger. Oui. Moi, je trouverais ça très étonnant parce que c'est pas le genre d'Apple de donner autant
de possibilités et de granularité dans les réglages. Bah oui, je suis d'accord avec je toi. pense que ça, c'est un vœu pieux. Ouais. Mais ça serait bien. On est là pour faire des vœux pieux, sinon... C'est vrai. En tout cas, alors, je sais pas si c'est une bonne chose, mais parce que quand Apple a une vision et quand Apple s'y cramponne et va au bout, c'est souvent intéressant. Est-ce que là, vous n'avez pas le sentiment que finalement Apple sort un design et puis, pardon, met sa gueule pendant 15 jours et puis dans la 3e bêta, le design il a quasiment disparu. Mais avec des gens qui gueulent à l'envers en disant c'était mieux avant, c'est-à-dire dans la bêta 1. Oui. C'est pour ça que le cycle des bêtas, faut pas non plus trop s'y accrocher. Il y a eu ça au moment de iOS 16 dans Safari, où il y avait la nouvelle interface de Safari avec une interface unifiée qui mélangeait la barre d'adresse et les onglets. Et puis, enfin, ça a été un bazar pendant tout l'été et ils sont beaucoup revenus en arrière pour avoir une interface de Safari un petit peu plus classique. Donc ça, c'est normal, c'est le cycle des bêtas normales. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'ils aient montré quelque chose d'aussi transparent. C'est pas possible qu'ils ne se soient pas dit dans leur bêta interne que c'était pas lisible. Il y a pas force. Ils étaient pas tous d'accord au sein d'Apple pour dire c'est formidable, la transparence, on peut pas lire, c'est pas grave. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je tends à penser qu'ils ont fait exprès pour faire un coup en disant regardez, nos processeurs sont tellement puissants qu'on peut faire du traitement en temps réel d'image et puis ensuite on y revient. Mais du coup et du coup ils ont eu beaucoup de presse pour dire regardez, c'est joli tout plein. Et puis ensuite il faut qu'ils fassent attention. Ils l'ont eux-mêmes dit quand il y a eu iOS 7 et la toute nouvelle interface. Moi, j'ai des clients qui m'en parlent encore d'iOS 7, qui grognaient beaucoup. Ils ne voyaient rien. C'était tellement fin, justement. Il y avait une police de caractère, c'était illisible. Et il y a des gens qui, après, n'ont plus voulu faire les mises à jour parce qu'ils ont dit ça va être encore pire. Et pire, c'est déjà grave, comme disait l'autre. Donc ils jouent un peu avec le feu, je trouve. Nous, on suit ça de près, les bêtas, etc. Les vrais gens, pas totalement. Mais les vrais gens, ils ont quand même vu une interface à la télé, ça fait chic. Les vrais gens, ils se posent pas tout de suite la question de la lisibilité. Nous, oui. Donc c'est pour ça que ça évolue et on verra comment c'est fait pour la première version finale en septembre et comment ils auront résolu le problème. Tous les problèmes sont pas résolus sur l'écran d'accueil et de verrouillage et quand il y a des comment ça s'appelle des alertes. Ben c'est pas toujours très lisible, c'est quand même du blanc sur du Frozen là, comment t'as dit, j'ai oublié le mot en français déjà. Givré, merci. Ça manque de contraste quand même. Par définition, ça manque de contraste. De là à dire que les designers de la bêta 3 sont givrés. Sont givrés. Il y a un pas que nous ne franchirons pas. Voilà, exactement. Mais c'est d'ailleurs, une petite remarque à ce sujet. La lisibilité, évidemment, est proportionnelle à la taille de l'écran. On a tous vu ce que ça donnait sur un iPhone. Déjà, entre un iPhone, je l'ai fait, pas sur le mien, mais sur un à côté, et sur un iPad, l'iPad est plus lisible. Mais après, quand je l'ai mis sur l'Apple TV, c'est merveilleux, ce nouveau look. Parce que sur un écran de 65 pouces OLED, l'affichage, il est juste fabuleux, quoi. Donc, ça dépend du device qu'on utilise. C'est vrai. Tiens, et pour comparer, j'ai remis les icônes avec les couleurs. Oh. Ah oui. Oui. On les reconnaît quand même. Bah oui. Quel fouillis. Oui, je te montre pas mon vrai bureau, parce que ça j'ai honte, mais Non, mais c'était pas par rapport à ça. Non, c'était par rapport aux couleurs. Non, les icônes. Non, mais voilà, donc tu vois, la réaction d'Eli, c'est drôle et il a raison en même temps. C'est effectivement toutes les icônes sont pas pareilles, donc on les reconnaît, mais c'est un peu le bazar. Donc c'est moins élégant, c'est vrai. Voilà, donc c'est une sorte de choix à faire qui est intéressant et je pense que les évolutions sont pas terminées. Mais il y a pas que ça qui change dans iPadOS 26 et il y a d'autres choses qui sont vraiment vraiment super intéressantes, c'est le mode fenêtré et ça il faut qu'on en parle. Ouais. Parce que ça
c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que et il y a un truc où même directement sur l'iPad avec ses petits doigts ou ses gros doigts, c'est selon, on peut avoir plusieurs fenêtres qu'on balade à l'écran. Donc je montre, bon, c'est difficile de montrer à l'envers, mais enfin voilà, là j'ai 2 fenêtres sur l'écran. Et puis je peux bouger la fenêtre, voilà, et les unes sur les autres. On dirait que c'est un Mac, c'est quand même incroyable. Il y a même une barre de menu qui peut s'afficher en haut de l'écran. Sur chaque fenêtre, on peut faire apparaître les 3 boutons, des feux stop, là, rouge, jaune et vert, pour mettre en plein écran, pour fermer une fenêtre, etc. Oui. Ça marche au doigt et ça appelle une souris, un trackpad ou un clavier. Et quand on branche une souris, un trackpad ou un trackpad et un clavier, et il y a un truc qu'on peut faire aussi, on peut brancher l'iPad sur un écran externe. Alors on n'a pas besoin, que ce soit bien clair, on n'a pas besoin d'un clavier et d'une souris pour brancher l'iPad sur un écran externe. En revanche, dans iPadOS 26, si on a les périphériques branché ou avec un Magic Keyboard, j'imagine que ça marche pareil, moi j'en ai pas. Alors on a un vrai mode on n'est pas en mirroring, c'est-à-dire en recopie d'écran. On a 2 écrans, on a l'écran de l'iPad et l'écran externe, et c'est comme un bureau étendu sur un Mac. Et du coup, on est aux commandes de son iPad avec un clavier, une souris. On peut ouvrir presque autant de fenêtres qu'on veut. J'ai pas testé la limite, mais je suis déjà allé jusqu'à 10 fenêtres, et ça marche très bien. L'iPad que j'ai, c'est un iPad Air M2. Il y a toute la puissance qu'il faut pour ça. Et là, c'est assez étonnant, faut bien dire. C'est-à-dire que si on peut potentiellement se passer de Mac pour tout un tas de trucs. Ouais. Même s'il y a certaines limitations plutôt liées aux applications qu'au système lui-même, mais on est en vrai mode fenêtré quand même. Voilà, on n'est pas, il manque certaines choses, on n'est pas sur du multi-bureau virtuel comme on peut faire comme des multi-espaces sur le Mac ou des choses comme ça. Mais là, on commence à s'adresser à des gens qui ont un usage plus pointu. Pouvoir brancher son iPad, donc on peut imaginer être à la maison. On a un écran externe, un clavier, une souris. On se balade avec son iPad dans son sac quand on va ailleurs, et on arrive à la maison, on branche et on a quelque chose de super confortable. Et ça marche plutôt bien, quoi. Là, j'ai été assez impressionné. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça redonne, je trouve, à l'iPad une possibilité de remplacer un Mac. Je sais pas vous, moi j'ai testé plusieurs fois depuis les débuts de l'iPad. Est-ce que je pourrais me passer d'un Mac pour faire et de faire tout sur l'iPad? J'ai jamais réussi parce que passer d'une fenêtre à l'autre c'est toujours un peu lent, etc. Alors que là, ça devient quelque chose de vraiment intéressant. Bon, écoute, c'est prometteur en tout cas. Totalement d'accord. Ouais. Moi j'étais même surpris parce qu'au départ je m'attendais à être déçu sur un iPad mini parce que je l'ai installé sur un iPad mini, et même sur un mini, c'est pas mal. Franchement, les multi-fenêtres, je trouve ça très pratique. Et c'est un autre intérêt, ceux qui utilisent des applications iPhone sur l'iPad et qui s'affichent en format iPhone, en fait, ben on peut en mettre plusieurs côte à côte, parce que c'est des fenêtres. Absolument. Et c'est assez étonnant, en fait, parce que ça redonne une sorte de vie aux applications iPhone sur l'iPad, alors qu'on a plutôt tendance à dire c'est moche, il y a des grandes barres noires sur les côtés, alors que là non. Donc je trouve ça c'est plutôt réussi. Ça c'est très réussi. Bon écoute, c'est prometteur cette bêta 3 d'iPadOS 26. Tu évoquais l'Apple TV, Ellie, je sais pas si tu as vu parce que c'est tombé là pendant qu'on avait lancé l'enregistrement, mais la bêta 3 de tvOS 26 est aussi arrivée. Ah, écoute, dès la fin de l'émission. Est-ce que tu as pu vérifier cette grosse nouvelle qui concernait l'audio dans la bêta 2? Alors, pour l'instant, elle n'y est pas, la mention n'apparaît pas, et il y a beaucoup de débats que je suis sur les forums des développeurs. Ouais. Alors, l'API existe. Alors, rappelle-nous de quoi il s'agit, parce qu'on l'a pas dit. En fait, ça consiste à pouvoir choisir de passer le son
un son que un son que le produit Apple, donc l'Apple TV dans ce cas-là, mais ça marche aussi sur le Mac et d'autres devices Apple, hein, la fonction existe en tout cas. Donc si on passe un film qu'on a sur Apple TV ou sur d'autres plateformes qui peut être en 7.1 voire au-delà, suivant les versions, l'Apple TV en particulier a tendance à bloquer tout en 5.1. Parce qu'elle ne sait pas le gérer au-delà. Et donc, le pass-through permettrait de dire, ok, je ne sais pas gérer ce son, je le laisse passer tel quel, et à l'ampli de se débrouiller pour le gérer. Ouais. Ou alors, ne pas le cocher, et dans lequel cas, l'Apple TV va faire du transcodage et va rendre ce son multicanaux down-mixé par rapport à un son 5.1, ce qui est pas mal. La plupart des gens diraient, non mais attends, en 5.1 déjà en Dolby Atmos, c'est génial. Très bien. Sauf qu'il y en a d'autres qui ont plus d'enceintes ou d'enceintes virtuelles et qui se disent, mais pourquoi pas du 7.1 ou pourquoi pas du 12.1, ce que permettent de faire aujourd'hui certains systèmes. Donc c'est donner la possibilité à ceux qui ont l'équipement d'avoir un son de meilleure qualité. Mais donc, attends, parce que je reprends le fil de l'histoire. Il y a 15 jours ou 3 semaines, dans la bêta 2, j'étais tombé sur une info qui disait que cette fonction était enfin à nouveau disponible. C'était le cas il y a plusieurs années. Non, en tout cas, il n'y a pas le réglage dans la bêta 2 parce que je l'ai. La bêta 2, je n'ai pas trouvé le réglage pass-through. Je regarde à chaque bêta. Et donc, dans les forums des développeurs, il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est intéressant, on va vérifier. » Par exemple, les gens d'Infuse qui sont très actifs là-dessus, il y a des dizaines de messages tous les jours en disant « On va regarder comment faire. » Parce que derrière, il faut que l'application demande le pass-through. Il pourrait y avoir un réglage en disant « On demande au système de tout laisser passer. » Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les applis de diffusion, il y en a plein, à commencer par Apple TV+, hein, mais il y en a d'autres, sachent quoi faire et dans lequel cas, elles peuvent faire de l'override, c'est-à-dire que même si le système l'a pas prévu, l'application pourrait dire « j'envoie du pass-through ». Il faut pas que l'OS le bloque dans ce cas-là. C'est-à-dire que le réglage peut se faire soit au niveau du système pour tout, soit laisser à l'application la possibilité de dire comme j'ai un film que je suis en train de jouer qui demande du son de meilleure qualité, je demande à l'Apple TV de le laisser passer. C'est ça que dit en fait l'API. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de développeur qui ait réussi à le faire passer. D'abord parce que c'est pas dans l'OS, hein, donc dans les bêtas actuelles, apparemment ça ne l'était pas. Et les gens le regrettaient en disant mais on voudrait tester, mais c'est pas encore disponible. L'API n'est pas implémentée. Et donc, peut-être que dans la bêta 3, ça le sera. Mais encore une fois, si c'est disponible, mais que l'appli ne le demande pas, ça passera pas quand même. Donc, est-ce que tu as espoir que ce soit activé dans les prochaines bêtas? Écoute, oui et non. J'ai peur d'être déçu depuis le temps que je l'attends, donc depuis la version 12, hein, que ça avait disparu. Ah mais je l'ai pas inventé, moi. Hein. Non, mais avant, c'était possible. Hein. C'est Apple qui a décidé. Non, mais il y a 15 jours, c'était... souviens-toi. Écoute, moi, je l'ai pas vu dans la bêta 2. Peut-être que ça m'a échappé. Mais en tout cas, je devrais pouvoir tester ça puisque j'ai réussi à reconstituer dans un coin de ma maison mon environnement de home cinéma. Pas avec tout, mais je dois pouvoir passer du son virtuel puisque j'ai recalibré la pièce récemment. J'ai retrouvé l'article, c'est Apple Insider, donc le 10 juin. C'est eux qui avaient été les premiers à en parler. Voilà, le titre c'est Pass-through audio is finally on the way to Apple TV, iPhone and more. Oui, mais c'était ça qui avait provoqué nos premières réactions. Et depuis, les développeurs disent oui, mais attention, parce que l'appli ne veut pas dire que. L'API ne veut pas dire que. Et donc, il y a des gens qui disent non, mais de toute façon, ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'il y a une API générique qu'on va pouvoir faire ce que vous attendez, c'est-à-dire à passer du Dolby Atmos profil 8, donc du Dolby Vision profil temps. Donc, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, les films ont un certain codage.
Et ce codage de leur environnement Atmos, il faut que les applis sachent l'interpréter, parce que sinon, ce qui se passe, c'est on reçoit un type 8, on sait pas ce que c'est, on dit bon attends, c'est 5.1, passe leur 5.1, cherche pas. Donc et on perd un peu de subtilité dans tout ça. Mais si l'appli d'Apple est trop générique, c'est-à-dire il ne permet pas de tout passer, alors que le pass-through, ça voudrait dire en fait, je ne touche pas le son. On m'envoie un son, je le fais passer. C'est ça que veut dire pass-through. Et ça, c'est ce qui se passait avant. Donc, dans la version 12 des tvOS, ils ont arrêté. Mais dans les premières versions, on avait du pass-through. Il y avait toutes les applis qu'on utilisait, passaient du 7.1 sans problème. Ils passaient, en fait, il y a différents profils parce que après, tu as du DTS, tu as du Dolby Digital Plus, tu as du Dolby, enfin, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a un certain nombre. Et après, ça dépend aussi des éditeurs de films, parce qu'il y a des studios qui sont plutôt maqués DTS. Tout ce qui vient de Spielberg, c'est du DTS. Et Dolby, c'est eux qui ont la plus grande partie du marché. Et les deux sont pas compatibles. Donc, il faut souvent que les amplis sachent gérer l'un et l'autre. Donc, la réponse à ça, c'est quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, ça y est, on revient à ce qu'on avait il y a des années, on va pouvoir le faire. Et les premiers développeurs qui ont regardé de près, ils disent, c'est pas sûr qu'on y arrive, vous allez être déçus. Bon. Donc, du coup, j'attends la finale. Ouais, on croise les doigts pour donc cette Mais je vous dirai. Pass-through. Écoute, déjà, alors tu as la bêta 3 de tvOS, dispo depuis moins d'une heure à essayer. Tu nous diras s'il y a du changement de ce côté-là. Bien sûr. Fabrice, pour toi, dans le chat, on a cette question d'Arnaud qui te demande si la bêta d'iPadOS 26 est stable. Comment répondre à cette question? Oui et non. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit en dernier, quand on branche un écran externe, ça pas encore vraiment. Il y a des reboots à chaud, c'est-à-dire qu'il redémarre pas totalement, il fait un respring là, comme on dit, c'est-à-dire que c'est le springboard là l'écran qui redémarre et on se retrouve où on en était finalement. En usage juste tablette, plutôt oui. Ok. Plutôt oui. Moi, dans ce que j'ai pu utiliser depuis la bêta 1, j'ai pas eu de crash. Ni sur l'Apple Vision, ni sur l'iPhone, ni sur l'iPad, ni sur l'Apple TV. Donc, j'ai plutôt trouvé plus stable que les versions précédentes. Surtout pour une bêta 1, je m'attendais quand même à avoir des crashs, etc. Pas de crash. Et on va vous rappeler qu'Apple a promis des bêtas publiques pour le mois de juillet. Donc, peut-être que ça devrait être... Mais je pense que la bêta 3 est une bonne candidate pour ça parce qu'elle est en revanche beaucoup plus rapide. Alors là, en revanche, pour tout. Et alors, notamment sur l'utilisation d'un écran externe avec l'iPad, c'était un peu lent, c'était un peu décevant sur la bêta 2. Ça, c'est résolu. Donc là, je pense qu'ils ont un bon candidat pour ça. Bon, voilà. En cas, petit conseil, attends la bêta publique. Ça devrait plus trop tarder. Je profite de ce petite transition pour saluer l'un des nombreux Fred qui nous suit. C'est Fred Crassa qui est dans un TGV. Il nous dit ça coupe pas mal, mais je suis là. Eh ben écoute, salut Fred. On t'envoie une bise et on te dit à très très bientôt dans Eric pour parler de tes sujets de prédilection, les processeurs et autres modems Apple ou Intel, on sait jamais. Petit JT de la semaine, pas très long, 2-3 infos juste à partager avec vous. La première, ça concerne ce débauchage effectué par Meta chez Apple. Le responsable des modèles de fondation d'IA chez Apple qui part donc chez Meta. Vous savez que Mark Zuckerberg a sorti le carnet de chèques à coût de dizaines ou de centaines de millions de dollars pour constituer une équipe, une nouvelle équipe autour de la super intelligence avec la mise sur la touche peut-être de Yann Lequin.
dont on n'a pas trop de nouvelles depuis que Alexander Wang a été confirmé chez Meta. Il a tweeté qu'il devenait le nouveau patron de l'IA chez Meta, ce qui est peut-être pas très très bon signe pour Yann LeCun, même s'ils peuvent être sur deux terrains pas forcément tout à fait identiques. Donc cette recrue qui vient de chez Apple, il s'appelle Roaming Pang. Il était chez Google historiquement. Il avait rejoint Apple, si je ne me trompe pas, en 2001. Et c'est peut-être pas tout à fait le meilleur moment pour enlever des forces chez Apple côté IA, mais bon. Non, mais il y a peut-être des gens justement qui sont déçus des attentes et qui cherchent ailleurs en se disant. Ouais. Et puis, comme tu disais, Meta a sorti le carnet de chèques et les gros chèques, quoi. C'est massif, hein. Ouais. Mais c'est massif. Pour moi, on est quand même borderline indécent, quoi. Et c'est-à-dire que bon, puis c'est tout bêtement pour moi, c'est des sommes qui sont incompréhensibles. J'ai du mal à intégrer ce que ça veut dire. On dit à quelqu'un, viens, je te donne 100 millions de dollars par an plus une autre centaine de millions parce que t'as une jolie cravate, quoi. C'est tant mieux, hein, on est au tarif. Non, tant mieux pour cette personne-là ou ces personnes-là. Ils sont donc très très chassés pour chasser. Je vois pas comment c'est viable à long terme. Je pense pas que ce soit le but de ces entreprises-là. Il faut qu'elles occupent le terrain à court terme et donc les plus riches gagnent. Mais donc ça se joue, et donc les grandes entreprises là, elles sont riches à millions de milliards. Tant mieux pour elles, hein. Finalement, c'est pas ça que je veux dire. C'est comme ça, mais c'est incompréhensible en fait. Ouais. Est-ce que on travaille mieux à 100 millions de dollars qu'à 50? J'en sais rien. Donc je pense qu'il se cache plein de choses derrière. D'autres, comme disait Ellie, c'est que il y a aussi des gens qui ont envie de développer des choses et à qui on a peut-être mis des bâtons dans les roues. Tu parlais de Yann LeCun. Yann LeCun, il y a 2-3 semaines, il a fait une déclaration que j'ai trouvée assez marrante. Il a dit moi les LLM ne m'intéressent plus. Ouais. Les LLM, c'est la base des modèles qu'on utilise aujourd'hui, ChatGPT, etc., les large language models. Et lui, ça fait pas mal de temps qu'il dit, bon, ce sera pas ça l'intelligence artificielle définitive. Et donc, lui, il est passé au truc d'après. Donc, je suis pas loin de penser que chez Meta, on lui a dit, alors, on peut lui avoir dit deux trucs. Soit, t'es gentil, donc tu vas aller développer ton truc ailleurs, parce que nous, c'est le nerf de la guerre pour l'instant, c'est les LLM, mais c'est ça qu'on développe. Soit, on l'a remplacé pour que et on lui a peut-être à lui aussi donné millions de dollars pour développer autre chose. Ah, peut-être. Ce qui serait pas bête non plus, parce que s'il a des idées et que lui il pense au coup d'après, ça vaut le coup, hein, en même temps. Autre nouvelle, alors celle-là qui concerne Apple directement, c'est l'entrée en vigueur le 1er août donc des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump aux États-Unis, notamment pour la Thaïlande. La Thaïlande où Apple fabrique un certain nombre de produits vendus sur le marché américain, notamment les Mac et les Apple Watch, des droits de douane de 36%. Qui pourrait donc faire augmenter le prix des produits d'un tiers. On se souvient que ces droits de douane avaient été mis sur pause. La pause va prendre fin, sauf nouveau changement dans 3 semaines. Par contre, est-ce qu'Apple a une solution là pour l'éviter? Pour la Thaïlande, je ne sais pas et je ne crois pas, mais par contre, il semblerait qu'il y ait eu un accord commercial avec la Chine qui va être sur le point d'être signé, mais ils ont un accord. Donc ça veut dire que peut-être ça va être embêtant pour la Thaïlande et par contre meilleur pour la Chine, ce qui à la limite arrangerait pas mal Apple, il y a eu des analyses en disant que malgré leur bonne volonté et leurs efforts, ils n'arriveront pas à délocaliser la production d'iPhone complètement de la Chine parce que simplement il y en a trop. Ouais. Et le volume est trop important. Est-ce que ça pourrait dire qu'Apple réorienterait les produits fabriqués en Thaïlande vers le reste du monde, ferait davantage venir de produits faits en Chine aux US, si cet accord effectivement est confirmé?
ils pourraient profiter des capacités de production chinoises, effectivement, en partie, mais le fait qu'ils aient délocalisé en Thaïlande, c'est pas si simple de dire du jour au lendemain, on arrête la Thaïlande, on recommence en Chine, parce que... Non, il s'agit pas d'arrêter, mais non, on a eu cette même conversation à propos des chaînes de fabrication au Vietnam. Ouais. Parce que Tim Cook avait dit on est taxé pour les produits venant de Chine importés aux États-Unis, alors on va changer et on va faire venir les iPhones américains du Vietnam. Il me semble que l'administration Trump a moyennement apprécié la chose en disant le but de la manœuvre c'est pas que vous contourniez les règles, c'est que vous les appliquiez, et donc on va taxer aussi le Vietnam qui du coup s'était pris même pas 36% mais plutôt 54 ou 212, de toute façon ça change toutes les semaines. Alors tu te rendais rien. Et voilà. Oui, mais du coup quand le problème c'est que quand Apple éternue, le monde s'enrhume quoi, tu vois, c'est donc je pense qu'on est un petit peu là-dedans, que c'est un jeu de chat à la souris, parce qu'effectivement, comme tu disais très justement, Élie, des taxes douanières, ça se décide d'un coup de plume. Pour ensuite changer la production, c'est un petit peu plus long. Donc c'est des histoires de pression des gens qui nous gouvernent. Ça change un petit peu tout le temps. Je sais pas si ça nous rend service à nous, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Apparemment, le plus compliqué, ça va être pour l'Europe. Malheureusement, on est dedans. Mais l'Europe et les États-Unis, l'accord est pas près d'être signé. Hein. Donc, ça peut nous embêter quand même à un moment donné. Ouais. Bon, on verra. Hein. 1er août, il reste 3 semaines. Il peut encore se passer pas mal de choses. Fabrice, je crois que la nouvelle vient de toi. L'application Ollama qui permet d'installer, de faire tourner des LLM en local sur son Mac évolue et c'est peut-être le moment de la découvrir. Ouais, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais c'est un des arguments d'Apple avec Apple Intelligence, c'est de dire qu'il y a certains modèles qui peuvent tourner en local, donc qui n'a pas besoin de connexion Internet pour avoir par exemple un agent conversationnel. Et cette application Ollama, ça s'écrit OLLAMA.com pour le site web. Ça permet donc ça s'installe et ensuite on peut télécharger des modèles, alors qui sont pas des LLM dans le vrai sens parce que ils sont pas très grands. Le premier L de LLM c'est large pour grand. C'est des modèles à entre 3 et 7 ou 8 millions de paramètres qu'on peut avoir sur son Mac. Et la nouveauté de de la dernière version, c'est qu'elle est maintenant native. C'est-à-dire qu'avant, il me semble que c'était une application Electron qui donc on développe une fois et ça marche partout plus ou moins bien. Et là, donc c'est plus efficace et c'est plus optimisé pour la plateforme des Apple Silicon. Ça veut dire que les temps de réponse, j'ai pas eu le temps de tester encore, mais quand on fait tourner en local, ça peut être un peu plus long, même avec un modèle à 7 millions de paramètres. 7 milliards de paramètres, pardon. Ça peut prendre plusieurs secondes pour répondre à un prompt. Donc c'est rigolo à utiliser, mais c'est des fois pas très efficace. En revanche, là, ça devrait être un peu meilleur. Donc Ollama.com, je trouve ça intéressant. Ouais. On peut utiliser du coup après sur son Mac plusieurs modèles. Llama de Meta, Phi de Microsoft et DeepSeek qu'on vous conseille pas forcément si vous tenez à vos données, encore une fois. Bah non, justement parce que là c'est local. Donc, mais qui te dit que l'application DeepSeek va pas communiquer quand même? C'est pas une application, c'est l'application Ollama et on télécharge le modèle. Donc là j'ai plutôt confiance et ça permet effectivement de tester ça. Intéressant, voilà. Ollama avec pas quand même. Mais de elle, voilà. Et la prudence d'Eli. Et puis l'un de vous a trouvé cette info marrante sur igen.fr. Ce CD audio. J'ai vu la photo pour le croire. Mais alors vraiment à l'extrême. Bah, c'est drôle, c'est pour faire le clin d'œil avec Liquid Glass qui était trop transparent et qui l'est donc un peu moins. Mais donc le CD audio de la chanteuse Lorde, Lorde, qui a sorti un CD mais transparent. Et qui en fait ça marche pas sur tous les lecteurs du coup parce que le laser passe au travers et ça marche pas partout. Donc voilà, le transparent c'est pas toujours cool et on l'a vu avec Liquid Glass et on le voit aussi avec le CD, ça m'a fait sourire. Bon, il est l'heure de passer à nos cartons et coups de cœur de la semaine. Est-ce que tu as quelque chose pour nous, Élie? Et non, pas cette semaine. Pendant que quelqu'un d'autre se dévoue, je vais essayer de
faire tourner mon LLM local pour voir si... Ah, on va l'appeler DeepSeek. Bon courage. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va trouver le cerveau. Bon, Fabrice, je sais que tu as quelque chose à nous proposer, une extension pour Chrome et Firefox. Exactement, parce que alors je sais pas si ça vous est arrivé à vous déjà d'aller sur YouTube et de cliquer sur la vidéo d'un YouTuber qui parle anglais ou une autre langue. Moi c'est plutôt anglais, et puis le doublage par intelligence artificielle se met en route automatiquement avec une voix IA qui remplace la voix de celui ou de celle qui parle. Et alors je trouve ça insupportable. Alors pour moi, pour deux raisons. D'abord parce qu'il se trouve que je parle bien anglais, donc j'ai pas besoin qu'on me le traduise. Mais en plus, du coup, c'est la voix IA, elle est pas très bonne. C'est vraiment une voix un peu robotique. Et surtout, on donne pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de réglage dans l'interface de YouTube pour dire je ne veux pas de ce doublage IA par défaut. Ensuite, on peut aller dans les paramètres de chaque vidéo pour revenir à la piste audio originale. Et on s'aperçoit que toutes les langues du monde sont proposées par doublage par intelligence artificielle, que je trouve donc très désagréable, et il n'y a pas de réglage. Alors il y a on peut trouver une extension, comme tu disais, donc pour Chrome et Firefox, qui s'appelle YouTube No Translation, donc pas de traduction YouTube, et qui du coup va désactiver cette fonction d'intelligence artificielle automatique de doublage. Je trouve ça intéressant parce que moi j'aime pas ça. Alors après, je ne nie pas l'intérêt, et c'est tout l'intérêt de l'IA de pouvoir proposer et des sous-titres et donc pourquoi pas du doublage automatique de certaines visions. Je sais qu'il y a des vidéos, il y a des doubleurs professionnels, je sais pas pour remettre en cause leur métier, mais quand on sait que sur YouTube il y a 3000 heures de vidéos qui sont publiées chaque seconde, il n'y a pas suffisamment de doubleurs dans le monde pour doubler toutes ces choses-là. Et quand on parle pas la langue, c'est quand même pratique d'avoir ça. Ce qui m'ennuie surtout, c'est qu'on me l'impose automatiquement et que j'ai pas de réglage pour l'enlever. Et cette extension répond à ce problème. Écoute, super, merci. Je vais l'installer de ce pas. Ça m'intéresse. Moi de mon côté, j'ai un petit coup de cœur, mais en fait l'info vient de tomber. Elle concerne le renouvellement d'une série sur Apple TV+. Certains d'entre vous nous disent qu'on parle trop série. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent à la fin dans les coups de cœur. C'est quand même du Apple, donc on n'est pas complètement hors sujet. Et voilà, petit coup de cœur pour Slow Horses. Alors que les saisons 5 et 6 n'ont pas encore été diffusées, la saison 7 est déjà confirmée. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je me régale avec Gary Oldman, qui est épatant dans le rôle du policier bougon. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 239 Day Week, la semaine Apple. Un grand merci à vous deux déjà, Fabrice Neumann, Elie Abitbol, d'avoir été là avec vous, avec moi aujourd'hui. Avec tout le monde. Trop sympa de passer ce moment avec vous, comme à chaque fois d'ailleurs. Ouais, très très chouette. Puis bon, j'ai été absent quelques semaines, c'était bien plaisant de revenir. Ouais. Oui, et un peu de tech dans un univers très basse technologie au quotidien en ce moment. On se change aussi les idées en pensant Apple et en partageant cette passion avec vous. Merci évidemment à vous tous dans le chat, vous tous qui nous écoutez bien sûr, et puis ceux qui sont là. Je sais que notre copain Barber était avec nous. Salut les garçons, nous disait-il tout à l'heure. Vous étiez très nombreux, hein. On a cité quelques-uns d'entre vous, Fred Tesson, Matt du vulgarisateur, Apple et compagnie, évidemment, pour le podcast qu'on vous conseille évidemment d'écouter après iWeek, la semaine Apple.
Freddy, Fred de Steph, Fred Crassa, évidemment. Et puis tous les autres, Bill, Arnaud, voilà. Merci de votre fidélité à iWeek. Merci à tous nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Voilà, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez là, que vous continuiez de nous soutenir, que vous continuiez de nous écouter aussi. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais une grosse bise. Salut Fabrice, salut Ellie. Passez une très belle semaine, pas trop chaud et à très vite pour la suite, comme on dit. Absolument. Salut à toutes et tous. Salut à tous. Bye bye.